parle de vos finances personnelles, la gestion de votre patrimoine, chaque vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse, avec deux invités que je vous présente. Géraldine Métifeux qui est avec nous, associée fondatrice du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Alter Egal. Géraldine, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Et Sylvie Filière qui est avec nous également, directeur de la structuration et de l'ingénierie juridique de Natixis Wealth Management. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. Géraldine, je commence avec vous. Le sujet du jour, c'est l'ISR. Comment choisir ces investissements socialement responsables? Parce que oui, vous le confirmez Géraldine, tous vos clients demandent du sens dans leur placement aujourd'hui. Oui, alors je suis pas sûre qu'ils sachent vraiment le qualifier, mais en tout cas, oui, il y a un moment où l'ISR, c'est pas de la tarte à la crème, mais l'ISR, c'est une requête de nos clients. Ils en ont entendu parler. Nous, on en parle, et dans le milieu professionnel, évidemment, on parle que de ça. Mais oui, les clients des CGP sont au courant quand même de ce type d'investissement aujourd'hui. Ils sont complètement au courant, ils sont en demande. Et en revanche, il faut faire un tri derrière. Ouais. Et c'est là où notre job peut être intéressant pour un peu aiguiller les épargnants sur l'ISR, il y en a partout, mais lequel je choisis. Ouais. L'investissement socialement responsable, et peut-être partons de là, qui repose sur ces fameux critères ESG. Exactement. Comment vous définissez d'ailleurs cette grille d'analyse extra-financière, Géraldine? Alors, moi, je ne la définis pas, mais l'AMF, l'autorité des marchés financiers, le fait très très bien sur son site internet. Effectivement, il faut rappeler, vous avez raison Grégoire, que l'ISR s'intègre en fait dans une démarche ESG. Et l'ESG, c'est ce qu'on a souvent en tête que l'environnement. Donc, on a un peu, voilà. Mais c'est pas que cela, c'est des critères environnementaux, pas facile à dire, pardon, des critères sociaux et de gouvernance. Et il y a quelques exemples sur le site de l'AMF, comme les émissions de CO2, la consommation d'électricité, le recyclage de déchets pour le pilier E, le pilier environnemental naturellement, la qualité du dialogue social, l'emploi des personnes handicapées, la formation des salariés pour le pilier social, et le pilier G, le pilier gouvernance, où on retrouvera la transparence des rémunérations, par exemple, des dirigeants, la lutte contre la corruption, la féminisation des conseils d'administration, et ainsi de suite. Donc voilà, ça englobe quand même assez largement, le ESG est assez large comme définition. Qu'est-ce qui fait qu'un fonds est ISR? C'est ça qui est intéressant, c'est comprendre la mécanique entre les critères d'analyse extra-financiers ESG. Est-ce que c'est suffisant pour caractériser un fonds comme étant un fonds ISR, d'autant qu'il y a un label aussi qui existe aujourd'hui et qui labellise des centaines de fonds sur la place aujourd'hui. Oui, alors c'est peut-être aussi le défaut de ce label ISR où on s'y retrouve peut-être pas très bien. Mais ça vient peut-être aussi du fait que l'ESG est aussi très très large. Pour s'y retrouver, pour qu'un fonds soit ISR, il ne faut pas seulement qu'il exclue par exemple des sociétés qui emploieraient des mineurs dans le textile par exemple. C'est pas que cela. Il ne faut pas juste avoir une liste d'exclusion. Il faut avoir une vraie démarche liée à la durabilité de l'entreprise. Il faut avoir une démarche ESG pour la gestion de sa société et l'appliquer pour la gestion de ses fonds, de ses OPC. Exclure des secteurs ou des univers d'investissement, ça ne suffit pas à caractériser un investissement socialement responsable. Exactement. C'est-à-dire que si vous vous souvenez, il y a quelques années, on pouvait exclure l'armement, par exemple. Et c'est pas suffisant. Ces démarches-là ne sera pas suffisantes. Il faut vraiment avoir... Le tabac et les armes, ça ne suffit pas pour dire mon fonds est ISR. Non, ça ne suffit pas. Alors, ça ne suffit même pas pour dire qu'on est ESG. Donc, c'est dire que ça ne suffit pas pour dire qu'on est ESR. Et en fait, dans l'ESG, et pour être ISR, il faut avoir en fait publié en fait même une recommandation de l'AMF. Il faut même publier un guide, une charte de transparence, un guide de transparence. Il faut adhérer à des chartes. Par exemple, la charte PRI des Nations Unies. Mais quand on a dit ça, il ne faut pas oublier que adhérer, label, ça veut dire payer aussi. Ah oui, oui bien sûr. Donc parfois l'ESG peut être parfois un peu plus vertueux finalement que l'ISR parce qu'on va voir qu'on va trouver des fonds qui sont certes ESG mais pas forcément ISR. Les deux ne s'imbriquent pas. C'est-à-dire que l'ISR est nécessairement ESG mais l'ESG ne veut pas dire ISR. Une fois qu'on est ISR, il faut qu'on s'y retrouve quand même. Comment on fait son choix, sachant qu'il existe en plus, alors vous l'avez dit, l'ESG c'est très large, c'est une grille d'analyse finalement très large, il faut que ce soit une démarche positive des gérants, vous dites, pour caractériser le côté socialement responsable. Il y a différents styles ou différentes approches également qui existent, Géraldine. Tout à fait. Alors, il y en a vraiment beaucoup. J'ai pris un parti d'en prendre deux parce qu'elles sont pas des approches caricaturales, mais elles sont assez opposées. D'abord, il y a l'approche best effort, avec mon meilleur anglais. Qu'est-ce qu'on met là-dedans en fait, quand on choisit d'être un fonds ISR best effort ou ESG best effort, c'est-à-dire qu'on va choisir des sociétés qui vont faire leurs meilleurs efforts pour atteindre tel ou tel objectif d'un des piliers ESG ou de plusieurs piliers ESG. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, elles ne sont pas forcément très ESG compatibles à date, au moment où on se parle, mais qu'elles tendent à le devenir extrêmement vertueuses. Là-dedans, on va pouvoir retrouver des fonds comme des sociétés comme Total. Bien sûr. Qui à date, c'est plutôt l'énergie fossile, on met de l'essence dans sa voiture, mais c'est
en fait une entreprise qui s'est fixé un objectif de d'émission zéro carbone en 2050 et qui met des milliards d'euros dans cet objectif. Donc elle devient vertueuse. Là, on s'intéresse à la dynamique, à la trajectoire et à la crédibilité de la trajectoire des entreprises. Exactement. Et puis comme ce sont des sociétés cotées, il y a quand même des points de rendez-vous. Bien sûr. Donc on ne fait pas n'importe quoi en se disant tiens, je vais mettre ESG. Donc voilà, c'est ça, mais c'est aussi des actions chinoises. Parce que la Chine, intuitivement, on charbon, tout ça. Même des gouvernance, pour sortir juste du E de l'ESG, la question de la gouvernance en Chine, elle peut se poser même sociale, pour un certain nombre d'entreprises. Et la question sociale, évidemment. Et pour autant, c'est encore dans cette catégorie best effort, on va pouvoir trouver des sociétés ou même une dynamique économique qui souhaitent se mettre dans l'ESG parce que fondamentalement, tout le monde va être ESG un jour. On a tous vu passer le règlement SFDR en Europe, où toutes les sociétés, même de la taille modeste d'Alter Égal, devrait également avoir une implication ESG. SFDR, c'est la réglementation la règle de déclaration, c'est ça effectivement, de la partie responsable ou soutenable de vos activités, c'est exactement, ça de durabilité de l'entreprise, de pérennité et ainsi de suite. Bon, alors il y a l'approche best effort, effectivement. Il y a des approches beaucoup plus restrictives dans l'ESG également. Tout à fait. Il y a par exemple le best practice. En fait, là, le best practice, le best in class, où là, en fait, tout simplement, c'est celui qui a déjà tout bon. C'est celui qui a déjà coché tous les piliers, ou au maximum dans chacun des piliers, qui a déjà mis en place tous les efforts, qui n'a plus de bouteilles d'eau en plastique dans ses bureaux, qui a une parité parfaite dans son conseil d'administration, etc. C'est ceux qui remplissent déjà toutes les cases. Bon, ils ne doivent pas être très nombreux, mais en tout cas, c'est une autre façon de le voir les choses. J'ai l'impression que ça, c'était le début, en fait. Parce que il y a 10 ans, l'intégration des critères ESG était quelque chose d'assez nouveau, effectivement. Et l'exclusion ou le best in class était finalement l'approche privilégiée parce qu'on était au début de cette vague ISR. Est-ce qu'aujourd'hui, on est quand même plus tourné vers l'idée de l'effort, de l'accompagnement des entreprises qui se fixent des trajectoires, ou est-ce que les deux approches sont équivalentes pour vous, Géraldine? Moi, je ne pense pas qu'elles soient équivalentes, en tout cas en potentiel de valeur. Je pense qu'elles ne sont pas forcément équivalentes parce qu'effectivement, quelqu'un qui va chercher des fonds ISR et qui veut un fonds ISR et un gérant qui veut faire facile, peut-être qu'il va prendre directement quelque chose qui est déjà homologué, identifié, pour ne pas avoir d'erreur, pour ne pas être obligé de sortir le titre à un moment ou à un autre de son portefeuille, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que je pense que c'est une démarche qui était plus ancienne sur ceux qui sont déjà labellisés tout beau. Et c'est vrai que cette dynamique qu'on a avec le best effort, je pense qu'elle englobe plus largement le monde dans lequel on vit. Et je pense qu'elle a un caractère assez vertueux, d'abord parce qu'elle a un côté dynamique, et par ailleurs parce qu'elle encourage chacun d'entre nous à faire des efforts pour tendre vers une meilleure politique ESG. Et au fond, certaines sociétés de gestion, à la fin des... Je crois que c'était à la fin de l'année 2019, une société française qui commence par A, qui se termine par I, assez grosse en France. Voilà. Elle, par exemple, elle avait considéré que tous ses mandats seraient ISR à fin 2020. Donc ça a poussé quand même tout le monde à s'orienter vers l'ESG, vers l'ISR. Et c'est en soi vertueux. Et j'ai l'impression que ça oblige également les gestionnaires d'actifs à s'impliquer beaucoup plus peut-être lors de l'Assemblée générale des actionnaires, par exemple. On voit beaucoup plus de sociétés de gestion qui étaient assez passives en termes de vote ou lors des grandes assemblées générales qui aujourd'hui sont beaucoup plus vocales sur ces sujets-là. Tout à fait, notamment sur Total. Mais en ce moment, par exemple, bien sûr. On en parle pas mal en ce moment. Et effectivement, ça donne aussi l'occasion aux actionnaires de se montrer eux-mêmes dans la politique ESG. Oui, on parlait des gens qui devaient avoir une politique ESG, la société de gestion qui devait avoir une politique ESG pour elle-même, mais pas seulement la sélection des titres. Et bien, ça y participe. Et c'est un caractère qui n'est pas purement financier. C'est vraiment des critères extra-financiers qui sont désormais au moins aussi importants que les critères financiers. Une fois qu'on a dit ça, Géraldine, comment est-ce que vous conseillez vos clients dans leur choix? Est-ce que ça dépend du profil, de mon approche, de ma philosophie personnelle, de mes opinions, de mes convictions? Comment vous guidez justement vos clients là, dans des choix qui ne sont pas évidents? Vous l'avez dit, c'est vrai que ça devient très très large et à terme, ce sera même plus un élément de différenciation. Tous les fonds vont être ESG à minima, voire peut-être sur des niveaux d'exigence ESG ou ISR importants. Alors effectivement, c'est pas forcément évident. On va être très honnête, on est quand même gestion de patrimoine. Notre but, c'est bien sûr de commencer par pas faire perdre d'argent à nos clients. Et le but juste après, c'est d'en faire gagner. Donc, on a quand même ce prisme. La raison d'être, c'est quand même celle-là. Donc, c'est un fonds qui est super ISR, vraiment très très mauvais. On va peut-être pas le proposer quand même. Et ensuite, on discute avec nos clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui veulent une dimension ISR, mais comme on l'évoquait tout à l'heure en introduction. Et puis il y a ceux qui ont des idées très arrêtées sur le type
d'impact qu'ils souhaitent avoir dans leurs investissements. Donc là, du coup, ça nous coupe un peu la chic, c'est-à-dire que c'est eux qui décident un peu plus et en fonction de cela, on va les orienter. Si on a la main complètement, si on s'intègre dans une démarche ESG mais qu'on a la main complètement, on sera plutôt sur le best effort. Vraiment, je considère qu'il y a sans doute plus de potentiel sur le best effort, plus de potentiel financier pour nos clients, j'entends. Ouais, j'entends bien, ouais. Et la question justement de la performance financière, c'est toujours une question qui se pose du point de vue des clients, bien sûr. Il y a toujours l'idée que peut-être en allant vers des investissements plus socialement responsables, je vais devoir dégrader un peu mes objectifs de rentabilité, ou est-ce que cette question-là, il y a eu beaucoup de recherches dessus, et je crois que tous les gérants peuvent vous démontrer avec force de graphique, de tableau, que non, il n'y a pas de perte de performance, et même peut-être une génération supérieure de performance, mais du point de vue des clients, l'idée est toujours... En fait, ils vous disent, au fond, je veux bien sur cette partie-là, moins gagner, ou voilà. D'accord, mais ils sont prêts à se... ils sont prêts, ça c'est dans le discours. Ouais. Après, je suis pas sûre. Ouais, c'est ça. Si l'autre a fait beaucoup mieux, le copain, je suis pas sûre qu'il me dise la même chose. Mais on a la chance d'avoir des fonds ISR, et on pourra en citer quelques-uns si vous le souhaitez. On a la chance d'avoir des fonds ISR qui en réalité sont très performants de nos jours, ou ESG qui sont malgré tout très performants. Et objectivement, quand on regarde dans les fonds qu'on a choisis pour nos clients, si on regarde par exemple depuis le début de la crise, enfin plutôt la fin de la crise, la fin de la crise financière, j'entends, bien 2020, sûr. Dans les fonds qu'on a choisis, au moment où on l'a fait, Grégoire, très honnêtement, on n'a pas regardé trop ISR. On a regardé ce qu'ils pouvaient rapporter à nos clients, mais il se trouve que dedans, il y avait des fonds ISR. Donc, et la performance était parfaitement au rendez-vous sur les deux niveaux. Donc l'ISR ne semble pas être une contrainte. Un frein à la performance, bien sûr. Je pense pas, non. Il y a beaucoup d'études, comme vous dites, qui l'indiquent. Voilà. Non, mais c'est bien. Bon, c'est plus une question. C'est une question qui appartient au passé. Oui, justement, là, quelques exemples dans le travail de sélection de fonds que vous faites, Géraldine. Je sais pas, quels sont les quelques exemples de fonds qui vous paraissent être des fonds intéressants aujourd'hui en matière d'investissement socialement responsable? Alors, juste en préambule. C'est, bien sûr, les conseillers ne sont pas les payeurs. Je les cite à titre d'information. C'est pour des personnes qui ont un horizon d'investissement qui est au moins de 5 ans. Donc, il ne faut pas venir râler au bout de 3 mois, ça ne marche pas. Et bien sûr, c'est sur une échelle en général de 6 sur 7. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, je peux dire les fonds que j'aime. Parce que c'est des fonds actions, très souvent. Ce sont des fonds, principalement. Aujourd'hui, il y a principalement, enfin, ma connaissance, c'est principalement des fonds actions. On va retrouver des fonds, par exemple, dans les petites sociétés de gestion, comme OTA Capital, avec une gérante que j'aime bien, je la cite, Sandrine Covin, qui d'ailleurs la SFAF dans la commission extra-financière, donc qui est quand même assez calé sur le système. Son fonds sillage, Action Internationale, fonctionne très bien. Alors, il est ESG, mais pas ISR. Et on voit la subtilité. Il n'a pas le label ISR, mais il est bien dans les piliers ESG. On va trouver plus rigolo, entre guillemets, on va trouver Carmignac Émergent. La société de gestion bien connue, Carmignac Gestion, qui est un fonds ISR. Donc, ça peut paraître un peu curieux comme ça, mais on peut quand même aller loin dans l'ISR. On peut quand même diversifier dans les actions. On va trouver plus classiquement des fonds d'actions scandinaves comme Norden, SRI, donc le marque, c'est comme le Port Salut, se marque dessus, de Lazare Frères Gestion. Très très bonne performance aussi sur l'année glissante, comme je le disais. Et puis un petit dernier pour la route, Eleva, donc chez Eleva Capital, donc Eleva, leader Euro, Small Mid Cap Europe, voilà, c'est dans ce sens-là. Qui marche très bien. Alors lui aussi, il est ESG mais pas ISR. Intéressant parce qu'effectivement, ça montre aussi la gamme des segments de marché qu'on peut couvrir avec l'ISR, les émergents, les small cap, les nordiques. Les actions dans leur ensemble. Merci beaucoup Géraldine, merci d'avoir été avec nous pour évoquer ce sujet de l'investissement socialement responsable. Comment choisir ces fonds ISR? Géraldine Métifeux, associée fondatrice d'Alter Egal, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée.